Sacrée rentrée, le nouveau podcast du Papetier de France PNP. Retrouvez tous nos podcasts sur papetierdefrance.com. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Papetier de France PNP. Je suis Marie-Caroline Mabille, rédactrice en chef du magazine, votre guide pour cette nouvelle série Sacrée rentrée. Comme vous l'aurez deviné, cette année, nos émissions s'intéresseront au grand rendez-vous qu'est la rentrée des classes. Un moment extrêmement important pour le corps enseignant, pour les familles, mais aussi pour la distribution, en particulier les circuits spécialisés papeterie. Dans ce premier épisode, nous vous invitons à prendre un peu de hauteur en découvrant l'histoire de la rentrée scolaire. De l'universalisation de l'école à l'émergence de la société de consommation, comment la rentrée est-elle devenue l'événement annuel que nous connaissons ? Pour nous éclairer, nous recevons Nicolas Coutan, directeur adjoint du Musée national de l'éducation à Rouen. Bonjour. Pour commencer, je vous propose de nous présenter brièvement votre musée, le MUNAE. Le Musée national de l'éducation, c'est un musée d'histoire et de société qui conserve le patrimoine de l'éducation. Alors, l'éducation entendue au sens large, c'est-à-dire ce qui se passe à l'école, mais pas seulement. C'est aussi ce qui se passe en famille, c'est aussi l'éducation populaire, l'éducation entre pairs, PAIRS, c'est-à-dire entre amis, etc. Du XVIe siècle à nos jours, en France et dans ses anciennes colonies. On est très attaché à ce du XVIe siècle à nos jours, puisque les collections qui conservent à peu près 950 000 objets et documents, donc pour ne pas dire 1 million, continuent de s'accroître, continuent de s'enrichir avec des choses très très récentes. En 2024, entrent dans les collections des travaux d'élèves, par exemple, des cahiers d'élèves qui ont pu être produits l'année dernière, en 2023. Vous avez vraiment toutes les époques de cette histoire de l'éducation. C'est ça, tout à fait. Comme je vous l'ai dit en introduction, la rentrée des classes, c'est un véritable rendez-vous chaque année. Mais quand est-ce qu'elle est devenue si universelle ? Certains évoquent la fin du 19e siècle et les lois Jules Ferry qui établissent l'obligation et la gratuité de l'enseignement public. Nicolas Coutan, est-ce juste ce raccord aux lois de Jules Ferry ? En fait, l'histoire de la rentrée scolaire et des vacances scolaires, puisqu'en fait l'une et l'autre ne sont pas dissociables, c'est comme l'histoire de l'école. L'école n'apparaît pas au début des années 1880 avec les lois Ferry. Et l'école existe depuis l'Antiquité. Elle existe depuis longtemps, voilà, depuis très longtemps. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que dans le courant du 19e siècle, dans les décennies qui précèdent les fameuses lois Ferry, sur l'école gratuite, laïque et obligatoire, on voit que l'école, elle se structure petit à petit, et ce système scolaire, pour l'enseignement primaire comme pour l'enseignement secondaire, qui sont deux choses bien différentes, se structure. Et pour la question du temps et des vacances et donc de la rentrée scolaire, on se rend compte que par exemple, dès 1834, dans le statut sur les écoles primaires élémentaires communales, on commence à parler congés et à distinguer deux types de congés, les fêtes, surtout religieuses, et les vacances. Ces dernières, qui s'organisent souvent autour des travaux de la campagne, mais pas seulement, doivent durer 6 semaines. En 1834, c'est 6 semaines de vacances. En 1894, elles peuvent être portées à 8 semaines. Ça fait 2 mois de vacances. 2 mois de vacances. Voilà, mais uniquement 2 mois de vacances. C'est-à-dire que pas le reste de l'année, rien. Voilà, les écoliers des années 1880-90 ont 2 mois de vacances l'été, mais pas de vacances intermédiaires. Et puis, on voit petit à petit les choses se fixer. Et par exemple, en 1922, les vacances durent du 1er août au 30 septembre. Alors ça, c'est pour les écoliers, ceux qui sont en primaire. Les plus petits. Les plus petits. Dans l'enseignement secondaire, c'est différent. C'est différent parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le lycée, et qui a au fil du temps porté plusieurs dénominations, ces établissements, même quand ils étaient publics, ont été payants jusque dans la première moitié du XXe siècle. Et donc, et sans être obligatoires. Donc la population qui scolarisait ses enfants dans le secondaire, évidemment, était moins importante numériquement et plus aisée aussi. Du coup, n'avait pas les mêmes prérogatives que dans l'enseignement primaire. Voilà, c'est ça. Et la question se posait très, très différemment. Dans les années 1830, par exemple, 1840, les vacances durent pour les lycées commence vers le 20-25 août et se termine vers la mi-octobre. Il faut avoir en tête, par exemple, que Gustave Flaubert passe son bac et l'obtient en août 1840. Alors pour nous, aujourd'hui, ça peut nous sembler complètement... Un timing complètement différent du nôtre. Voilà, c'est ça. Il faut avoir en mémoire aussi qu'il est lui-même rentré en classe au mois de mai 1832, en classe de 8e. Vous voyez. Donc le calendrier n'est pas du tout le même. Le temps scolaire de l'époque ne se structure pas de la même manière. Et on voit cette durée de vacances s'allonger. À la veille de la Troisième République, les vacances, donc toujours dans le secondaire, débutent le 15 août et la rentrée a lieu le 1er octobre. Et puis, à partir de la Troisième République, des années 1870-1880, les grandes vacances débutent plus tôt pour s'allonger encore. À partir de 1912, elles commencent le 14 juillet et s'achèvent le 1er octobre, c'est-à-dire donc 2 mois et demi. Voilà, mais là encore, il s'agit donc d'un seul bloc de vacances. Les collégiens, les lycéens de l'époque n'ont pas d'autres vacances, hormis peut-être quelques jours durant la semaine de Pâques. Est-ce que cela correspond à certains temps de la vie agricole, la vie rurale, comme on le lit souvent
Alors oui, on dit Ces souvent... vacances très, très allongées qui tombent en effet sur certaines périodes de moisson, de foin, de vendange. de vendange. Oui. Oui, c'est quelque chose, c'est une information qu'on lit souvent, qu'on répète souvent et qui est pas fausse, hein, dans le sens où à certaines périodes, effectivement, Dans certaines l'institution, régions. voilà, dans certaines régions, viticoles par exemple, l'institution permet des aménagements pour des rentrées plus tardives. Mais les historiens de l'éducation aujourd'hui nous disent que, en fait, le temps des vacances, c'est d'abord celui des vacances du secondaire. Et que le modèle du secondaire a été calqué ensuite sur le primaire. Or, qui scolarisait ses enfants dans le secondaire, c'était plutôt, jusque dans les années 1920-1930, même un peu après-guerre, la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, donc des catégories sociales qui avaient les moyens et qui profitaient du mois d'août et du mois de septembre pour des temps de villégiature. C'est typiquement la période de villégiature des classes aisées. Donc les historiens de l'éducation revoient un peu ce mythe de une rentrée tardive pour favoriser les travaux des champs, les travaux agricoles, certes, mais il faut aussi prendre en compte qu'en fait, le modèle venait d'en haut. Voilà, pour favoriser le temps des familles, finalement. Voilà, le temps des familles aisées. Alors, on a vu que les vacances scolaires s'établissaient de mi-juillet jusqu'en octobre, ce qui positionnait la rentrée scolaire en octobre. C'est ça. Comment on arrive fin août, début septembre, comme depuis une vingtaine d'années ? Il y a une forme un peu de reconquête du mois de septembre. À la fin des années 1930, avec le Front populaire et les congés payés, en 1936. Donc les congés qui se démocratisent, pour le coup ? Tout à fait, des congés qui se démocratisent. Les grandes vacances donc, s'étalent à cette époque du 15 juillet au 30 septembre. Après-guerre, dans les années 60, l'institution commence à étaler les vacances dans le courant de l'année. Donc elles vont être moins longues l'été, on va repasser à 2 mois et on va créer des vacances intermédiaires. Ça va être la naissance des vacances d'hiver, par exemple, ou les vacances de Pâques qui vont se rallonger pour devenir une vraie semaine, voire 2 semaines. Et puis, dans les années 1970-1980, en fait, avec le contexte de la généralisation du tourisme de masse, des transports de plus en plus faciles et rapides qui permettent de bouger, de voyager, et puis l'allongement aussi la durée de congés, des congés payés, les vacances, l'institution scolaire revoit encore son système et met en place des zones, c'est les zones qu'on connaît actuellement, et les vacances d'été se réduisent encore au profit de l'allongement des vacances de Toussaint et d'hiver. Et c'est la disparition des semaines de septembre à cette période-là, donc les années 70-80. Au profit des vacances intermédiaires. Au profit des vacances intermédiaires. Et à ce moment-là, la rentrée a lieu tout début septembre. Donc c'est vraiment une histoire de l'institution scolaire, des élèves, mais aussi de l'industrie du tourisme qui cale le temps des vacances et donc le temps de la rentrée scolaire. Ouais. La rentrée, c'est aussi un épisode de consommation incontournable, avec des millions d'élèves à équiper. L'association Famille de France estime le coût de la rentrée à 226 € pour un élève de 6e. Selon GFK, 639 millions d'euros ont été dépensés en fournitures scolaires en 2023. Ça représente 197 millions d'articles de papeterie écoulés entre juillet et début septembre. Quel moment la rentrée est-elle devenue synonyme d'achat ? En fait, elle l'a probablement toujours été pour celles et ceux, pour les familles qui en avaient les moyens. Et si on se décentre un peu et qu'on quitte le monde du papier pour celui du vêtement, par exemple, mais on sait bien que les frais d'habillement sont importants dans les frais de rentrée scolaire, on se rend compte que déjà, à la fin du 19e siècle, les catalogues des grands magasins, le Printemps, Bon Marché, etc., proposent à leur clientèle aisée des vêtements spécialement conçus pour le moment de la rentrée scolaire. Donc des vêtements avec un usage scolaire particulièrement identifié et qui sont vendus comme tels. Donc c'est déjà un temps de consommation. Alors évidemment... Des uniformes, des tenues pour la pratique sportive alors vous savez, l'uniforme... Un cartable. L'uniforme a été peu porté en France. En fait, il a été porté uniquement par les élèves internes des lycées de garçons jusque dans les années 1920-1930, donc une toute petite partie de la population. Mais il y a d'autres vêtements à usage scolaire que l'uniforme. Hein. Déjà une tenue confortable, souple, mais élégante. Enfin, vous voyez, pour des enfants de la bourgeoisie à la fin du 19e siècle, on les voit apparaître dans les catalogues commerciaux. Signe qu'il y a une clientèle et il y a un besoin. Alors évidemment, ça dépend des classes sociales. Dans des catégories sociales beaucoup plus défavorisées, plus éloignées des centres, etc., la rentrée scolaire est probablement, à cette époque-là, à un moment de consommation bien moindre. Ça, c'est sûr. Quand est-ce que cette consommation, elle se démocratise ? C'est probablement l'explosion de l'apparition de la société de consommation après-guerre, les 30 Glorieuses, qui sont, d'une part, l'émergence de la société de consommation telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais qui sont aussi les décennies du baby-boom et aussi de la massification scolaire, de la démocratisation scolaire. Et de la progression du pouvoir d'achat. Et de la progression du pouvoir d'achat. Donc tout ça combiné
ça, évidemment, va plutôt dans le sens d'une consommation particulière à destination des enfants qui vont rentrer à l'école, qu'il s'agisse de cahiers, qu'il s'agisse de classeurs, de matériel, de vêtements, et on pourrait certainement de cartables et de chaussures, on pourrait en trouver encore d'autres exemples. Mais c'est vrai qu'il y a une convergence dans la seconde moitié du XXe siècle entre l'explosion de la société de consommation, le baby-boom, il y a plein d'enfants à équiper, donc c'est un marché qui naît, et puis... devient important. Voilà, c'est ça. Est-ce que, un peu à la manière de Noël, est-ce que le discours des marques aussi a pu créer ce moment de consommation ? On sait bien que le Père Noël a été boosté par Coca-Cola. Est-ce qu'aussi les marques ont créé l'événement autour de cette rentrée ? Oui, on le voit notamment, alors je vais toujours reprendre l'exemple du vêtement, on le voit chez plusieurs marques de vêtements qui mettent en scène dans les photographies des catalogues commerciaux qui paraissent courant août, vous voyez, fin août, dans ces eaux-là, juillet, août, voilà, qui mettent en scène les enfants dans des comptes habillés, donc dans les vêtements qu'on cherche à vendre, dans un contexte plutôt scolaire, c'est-à-dire que l'enfant va poser à côté d'un pupitre ou devant une carte de géographie qui est accrochée sur le mur derrière lui. Tableau, voilà. Donc ça, c'est clairement le temps de l'école qui du coup, dicte le temps du commerce, où le temps du commerce se voit dicter son temps par celui de l'école. Mais oui, ça c'est très net pour le vêtement. J'imagine que c'est aussi net pour d'autres secteurs. Pour les fournitures scolaires, en effet. Par exemple. Il y a aussi cette symbolique pour les parents autour du rééquipement de l'enfant. Cette symbolique, elle a toujours été là. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les histoires de catalogues commerciaux, vous voyez, fin 19e. On touchait déjà à la corde sensible du parent qui veut que son enfant soit bien à l'école. Probablement. Alors oui, quelles étaient les motivations ? Il y a certainement des motivations qui touchent au... Alors là, je ne parle que d'éléments historiques. Hein. Je parle pas forcément du contemporain, je m'y risquerais pas, mais il y a, en tout cas, ce qu'on perçoit de ces catalogues commerciaux, le fin 19e, début 20e, c'est qu'il y a certainement, oui, le souhait très fort que son enfant soit le mieux équipé possible. Et puis, il y a peut-être aussi des questions de représentation, vous voyez, que son enfant soit aussi le mieux équipé possible par rapport aux autres, peut-être. Déjà. Ouais. Mais je ne parle pas du contemporain, je tiens à le dire. Si je comprends bien, Nicolas Coutan, finalement, depuis toujours, la rentrée des classes s'est adaptée aux évolutions démographiques, aux politiques publiques et aux besoins un peu de l'industrie. La rentrée des classes, elle est à l'image de l'école. C'est cette école qui est le reflet de la société aujourd'hui, comme auparavant. On voit bien que c'est un sujet auquel tout le monde est attaché, sensible, avec des questions politiques au sens large et au sens noble, et des questions affectives qui s'entremêlent fortement. Donc oui, c'est pas étonnant. Et la question du temps scolaire, en dehors de la rentrée de septembre, elle est régulièrement réinterrogée. La question des cycles, la question du rythme, école l'après-midi ou pas l'après-midi, etc. On voit bien que c'est un sujet récurrent. Un sujet qui mobilise en tout cas. Tout à fait. Nicolas Coutan, merci pour tous ces enseignements qui, j'en suis sûre, auront passionné nos auditeurs. Cette émission, comme les précédentes, est disponible en libre écoute sur les plateformes de streaming et sur notre site internet dans la rubrique podcast. Dans le deuxième épisode de la série Sacrée rentrée, nous évoquerons le prix des fournitures scolaires, un sujet ultra sensible aussi bien chez les consommateurs que chez les industriels et les distributeurs spécialisés. Merci pour votre écoute et à très bientôt. C'était Sacrée rentrée, le podcast du Papetier de France PNP, le média des papetiers, fournituristes, grands magasins et grandes surfaces. Retrouvez-nous sur papetierdefrance.com et sur LinkedIn.